Bienvenue sur le mur des podcasts de Ouest France, dans l'émission Mon Parlement à moi, enregistrée en direct du Parlement européen à Bruxelles, lors de la mini-session plénière de janvier. Je m'appelle Fabien Cazenave et je suis dans les studios de la Voxbox situés dans les murs du Parlement avec deux eurodéputés à côté de moi. Tout d'abord, Charles Goerens, eurodéputé luxembourgeois du Parti démocratique, qui fait partie du groupe centriste et libéral Renew Europe, où vous siégez avec vos collègues de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Et est également présent Emmanuel Morel, député européen du parti Gauche républicaine et solidaire, et vous siégez avec vos collègues de la France Insoumise au sein du groupe de la gauche unitaire européenne, souvent appelé la GUE. Bonjour. Bonjour. Le thème de ce talk, de ce débat d'une quinzaine de minutes, est Déformation de l'histoire européenne, un débat qui divise l'Union européenne. Pourquoi ce sujet, me diriez-vous ? Eh bien, sachez que le Parlement européen connaît de petites tensions régulièrement sur comment on aborde certains sujets historiques, notamment sur les conséquences de la domination soviétique sur l'Est de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. En France, on a beaucoup de mal à mettre au même plan nazisme et communisme. Dans les États baltes, en Pologne ou en Roumanie, beaucoup moins. J'ai envie de commencer avec vous, Monsieur Morel. Est-ce que vous ressentez dans vos discussions avec vos collègues eurodéputés sur ce sujet une véritable différence de perception sur l'après-Seconde Guerre mondiale, suivant qu'on vient de l'ancien Ouest et de l'ancien Est de l'Europe ? Vous savez, ce qui est assez fascinant et passionnant dans le Parlement européen, c'est que vous avez des groupes politiques avec des doctrines très différentes, mais vous avez aussi des cultures politiques nationales qui sont parfois très différentes. Et au sein d'un même groupe, vous aurez une perception des choses en fonction de là où vous venez. Je vais vous donner un exemple très simple. Un socialiste français et un socialiste estonien, si vous leur parlez des services publics, ils n'auront pas la même réaction. Parce que pour un Français, le service public, quelque chose qui fait partie du modèle social qui est accepté à gauche comme à droite. Pour un Estonien ou pour un Balte, on va dire, le rapport au marché est plus intense parce que pour eux, tout ce qui est de l'ordre de la collectivisation, ça leur rappelle l'époque communiste. Donc les cultures politiques nationales, c'est décisif. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est intéressant au Parlement européen, parce qu'il y a la confrontation de cette diversité. Alors dès qu'on aborde les sujets historiques, c'est encore plus flagrant. Vous disiez à l'instant, et vous avez raison, que les gens qui ont vécu en Europe de l'Est entre 1945 et 1990 n'ont pas le même rapport à l'Union soviétique et au communisme en général que moi qui suis français et qui ai vécu dans un pays qui n'a pas été occupé ou dominé par l'URSS. Donc forcément, ça crée des frictions, des tensions. Là où ça devient problématique, et on en parlera, c'est quand les eurodéputés, tout d'un coup, essayent de se faire historiens et confondent histoire et mémoire. Et là, il y a un problème, parce que nous avons été élus pour faire plein de choses, mais certainement pas pour écrire l'histoire. Monsieur Goerens, dans votre groupe Renew Europe, votre collègue Christian Guinea a déclaré lors d'un récent débat sur ce sujet dans l'hémicycle du Parlement européen « Je ne veux pas remercier l'armée rouge, car cette armée a envahi la Roumanie, mon pays ». Voilà un témoignage quand même assez fort. Ressentez-vous, vous aussi, une forme de tension chez vos collègues de l'Europe centrale et orientale sur ce sujet ? Je leur accorde des circonstances atténuantes, mais ce qu'il dit n'est pas vrai. En France, il y a eu un sondage peu après la guerre qui a été le premier acteur de la libération de la France. Et la majorité a répondu l'armée rouge. 50 ans après, on dit que c'était les Américains. Donc la mémoire doit laisser la place à l'histoire. Il faut établir les faits. Il faut avoir des ancrages bien précis pour s'engager dans un discours. Au Parlement européen, vous ne pourrez jamais vous mettre d'accord sur la typologie des crimes contre l'humanité. Ceux qui viennent de l'Est, majoritairement, disent le nazisme et le goulag, c'était pareil. La Shoah et le goulag, c'était pareil. Or, c'était pas pareil. Moi, je prends beaucoup de précautions oratoires pour aborder ce problème avec mes collègues qui viennent de l'Est, pour leur dire, écoutez, le goulag, c'est la dérive d'une idée, d'une utopie généreuse qui malheureusement a viré d'un très mauvais côté. Les souffrances étaient exécrables, mais ce n'est pas la même chose que la Shoah, parce que la Shoah, moi je crois à l'unicité de la Shoah, et si les politiques devaient se mettre d'accord, on attendrait longtemps. C'est aux historiens de faire leur travail. Alors, vous parlez des historiens. Vous avez dit lors du même débat sur ce sujet en plénière, je vous cite, « Que pouvons-nous faire face aux négationnistes ? Que pouvons-nous opposer aux assassins de la mémoire ? Une chose, comme tous les rescapés vont nous quitter, il faut remplacer le devoir de mémoire par un devoir d'histoire. »
Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, justement? C'est quoi la différence entre un devoir de mémoire et un devoir d'histoire? Alors, mémoire, c'est ce que j'entends quand je vais à Auschwitz tous les ans avec 150 étudiants, de jeunes gens, en présence de rescapés d'Auschwitz. Alors là, ça, c'est la mémoire. Hein. Mais la mémoire, on voit au fil des ans, elle peut être défaillante, comme dit Georges Bensoussan. Elle devient sélective, on oublie. Et finalement, voilà, ce qui importe, c'est que lorsqu'on va à Auschwitz, le témoignage des rescapés est indispensable. D'un autre côté, il faut les guides du camp pour nous mettre en présence des faits historiques. Alors, l'histoire de la Shoah est bien écrite, ce qui n'est pas le cas pour le Goulag, par exemple. Alors, l'histoire de la Shoah, c'est quoi? Mais on peut, si on n'a rien d'autre, les actes de Nuremberg, par exemple. C'est la raison pour laquelle je demande la traduction des actes de Nuremberg dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Pourquoi est-ce important? Regardez les résultats des partis d'extrême droite en Allemagne. Dans les nouveaux Länder, ils sont très forts. Pourquoi? Parce que la République démocratique allemande n'avait pas travaillé sur cette partie du passé, alors que la RFA, ancienne version, l'a fait. Et là, on voit que le AfD a des résultats très en deçà de ce qu'ils obtiennent dans la partie orientale de l'Allemagne. Ouais, AfD, c'est l'alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne. Monsieur Morel, on voit dans la Hongrie dirigée par l'ultra-conservateur Viktor Orban la tentation de changer l'histoire pour dire que le pays n'a rien eu à voir avec la Shoah, pratiquement. Mais en France, par exemple, on a aussi voulu mettre dans la loi que la colonisation avait eu de bons côtés. Donc j'ai envie de dire tout pouvoir qu'on va dire ultra-conservateur ou plus normalisé par exemple en France a la tentation à un moment donné de dire comment était le passé tel qu'il était. Est-ce que vous pensez qu'il faut, vous aussi, qu'il faut laisser le passé aux historiens ou est-ce que le politique a quand même son mot à dire sur certains grands sujets? C'est un sujet compliqué parce que ça pose la question des lois mémorielles. Or moi je pense que alors, en France par exemple on a une avalanche de commémorations. Et parfois, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une trop grande prégnance du passé? Mais en même temps, c'est important de se remémorer des événements, d'avoir une lecture critique, différente. Enfin, on se souvient du choc que ça avait été quand Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Ça avait été un choc, mais un choc salutaire. Donc il y avait quand même une forme de progrès. Mais c'est vrai je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, on est dans la mémoire, c'est-à-dire, par définition, elle est subjective, elle est évolutive, elle est parfois défaillante, elle est utile surtout, enfin, on parle de la Shoah, mais les témoignages littéraires, c'est peut-être la meilleure façon pour les jeunes gens aujourd'hui de rentrer dans la Shoah. Quand vous lisez, je sais pas, le journal d'Anne Frank ou Primo Levi, c'est un choc tellement puissant. Ou si vous regardez Shoah de Lanzmann, c'est absolument fondamental que les jeunes gens aujourd'hui puissent avoir accès à ce type de documents. Sur le Goulag, ça a été un petit peu plus tardif, mais je rappelle qu'en France, la publication de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn a été un choc incroyable, parce que tout d'un coup, des gens ont découvert quelque chose qu'ils ignoraient en grande partie, qui était la réalité de l'univers concentrationnaire en Russie. De la même façon, les textes de Chalamov, plus récemment. Mais moi, je crois quand même, et ça a été la grande faute du texte qui est prétexte à cette émission, là, au Parlement européen, que ce ne sont pas aux hommes politiques de décréter de façon totalement univoque l'histoire. Je prends l'exemple de ce texte, on nous dit la principale cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le pacte germano-soviétique. Qui a permis, entre guillemets, l'envahissement de la Pologne en 1939. Oui, enfin, le pacte germano-soviétique, c'est la conséquence d'une longue série de faits qui remontent à moins 10 ans à l'avance. Je rappelle qu'en réalité, l'URSS avait proposé à la France et à l'Angleterre une alliance défensive parce que, pour prévenir les tentations hégémoniques de l'Allemagne nazie, et que la France et l'Angleterre, comme vous le savez, avaient préféré signer les accords de Munich. Donc vous voyez, dès qu'on rentre... C'est pour ça que moi, je n'avais pas voté ce texte. Je trouvais ça incroyable d'avoir une vision aussi partielle et partiale d'un événement comme la Seconde Guerre mondiale. Donc il nous revient, en tant que députés, de s'appuyer sur l'histoire, mais il ne faut pas avoir la tentation de la faire. D'autant plus que, et je finis là-dessus, la vérité quand même, et on en vient à nos collègues d'Europe orientale. Moi, je peux absolument comprendre le point de vue d'où il parle, ça c'est évident. Mais quand on tripatouille l'histoire pour en arriver à la conclusion c'est rien n'est possible sans l'Alliance Atlantique, l'OTAN, et puis quand même, on est tous les deux parlementaires européens depuis plusieurs mandats,
il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des amendements ou des textes sur la Russie. Bon, bah, moi, en tant que Français, j'ai un rapport, on va dire, plus laïque à la Russie, un rapport plus distancié. Et je crois que c'est utile aussi, parce que de toute façon, on ne va pas chaque séance répéter les mêmes imprécations, les mêmes choses. Voilà. Alors, Monsieur Goerens, ce texte a aussi suscité beaucoup de débats parce qu'il est arrivé juste quelques jours, quelques semaines après des déclarations du président de la Russie, Vladimir Poutine, s'exprimant devant un parterre d'officiers de haut rang. Il avait dit qu'il avait pris connaissance d'archives récupérées en Europe par l'armée rouge après 1945, montrant que plusieurs pays, dont la Pologne, étaient en fait en collusion avec le dictateur nazi. Mais une telle déclaration, au-delà du débat historique sur le négationnisme ou pas des propos, ça donne peut-être l'impression aux eurodéputés de l'Europe centrale et orientale que la Russie est prête à les conquérir à nouveau. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait réagir vos collègues eurodéputés? Moi, je crois que, encore une fois, ce que je dis sur la Seconde Guerre mondiale, sur ses origines, sur les causes, sur les jalons qui ont finalement préfiguré le chemin pour y arriver, il faut le laisser aux historiens. C'est pas aux politiques de l'interpréter. En Allemagne, par exemple, et c'est pas tout à fait la réponse à votre question, mais je voudrais réagir à un autre aspect. Il y a un historien, Nolte, qui vient de décéder. Nolte était beaucoup critiqué en Allemagne, en Union soviétique, en Pologne, en Hongrie. Il aurait été un héros. Pourquoi? Parce qu'il dit la Shoah et le Goulag, c'est la même chose. Nous avons une sacrée chance en ce qui concerne les crimes de la Seconde Guerre mondiale. C'est que, on a toujours dit Nuremberg, justice des vainqueurs, mais ceux qui ont perdu la guerre ont accepté aussi la sentence. Ils ont accepté les faits. Alors ça, ce sont des faits bien ancrés. Donc moi, d'abord, je ne donne de leçons à personne. J'essaie de m'orienter dans un ancrage historiquement bien établi, contesté par personne. Tout le reste, je laisse l'interprétation à chacun, mais encore une fois, c'est à nous, en tant que politiques, de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit d'interpréter les faits historiques. Alors, dernière question pour tous les deux. Concernant l'aspect historique, donc on sent bien que chez vous, l'histoire doit être définie par les historiens. Le politique a quand même peut-être un rôle à jouer, par exemple, pour donner une mémoire commune. Il n'y a pas de livre d'histoire de l'Europe, ou en tous les cas de parties européennes, enseignées de la même manière partout en Europe pour les jeunes durant leur scolarité. Est-ce que c'est quelque chose, une proposition que vous soutiendrez? C'est un peu consensuel comme proposition. Mais est-ce que justement le Parlement européen ne peut pas avoir un rôle pour inciter les États à le faire en l'organisant? On a vu en France qu'il y a eu, M. Morel par exemple, un livre d'histoire franco-allemand qui avait été publié pour les classes de seconde et de première, mais ça n'a jamais été diffusé pour plein de raisons. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le genre d'initiative que le Parlement européen pourrait soutenir réellement? Mais avec quels moyens? Je sais pas si c'est le rôle du Parlement européen de susciter une sorte d'histoire officielle de l'Union européenne. Parce que moi, les intellectuels ont un rôle très important. D'ailleurs, ce qui manque, plus exactement, il y a des grands intellectuels européens. Je sais pas, une figure comme Umberto Eco ou avant Václav Havel ou aujourd'hui Milan Kundera. C'est finalement le plus bel exemple de l'unicité européenne et du caractère, en dépit de sa diversité, du caractère civilisationnel de l'Europe. Donc moi, c'est plus ça qui m'intéresse que des ouvrages qui vont être des ouvrages officiels un peu gnangnang où on explique avec une visée un peu téléologique, c'est-à-dire en gros maintenant l'Europe c'est formidable et avant c'était compliqué. Non, moi je pense que là où vous avez raison, c'est que il faut créer un sentiment d'appartenance européen, mais ça je suis pas sûr que ça soit à nous de le décréter. C'est vraiment à la vie artistique, littéraire, esthétique de le susciter. Et vous, M. Goerens, comment vous vous situez par rapport à ça? Moi, je crois que l'Europe, et là je donne raison à mon interlocuteur, n'a pas de compétences bien ancrées dans le traité pour aborder ce genre de problème. Néanmoins, elle peut faire des choses. Et dans les années 90 du siècle dernier, la Commission avait confié à Jean Kahn une étude sur la façon dont l'histoire a été relatée dans des manuels d'histoire scolaire. Et il a rendu son travail à la Commission. Les plus grandes aberrations étaient les suivantes. En Autriche, les jeunes Autrichiens devaient apprendre que l'Autriche aurait été la première victime du Troisième Reich, histoire à dormir debout. Et en Espagne, à propos de l'antisémitisme, les jeunes apprenaient que
au Moyen-Âge, les Juifs ont dû partir parce qu'ils s'étaient particulièrement mal comportés. Voilà comment on peut falsifier l'histoire et donner une impression tout à fait erronée de ce qui s'est fait au niveau de la thématique qui fait l'objet de notre débat. Monsieur Goerens, Monsieur Morel, merci beaucoup de votre temps et de votre rapport à ce débat. On va terminer là. Retrouvez les autres épisodes de notre série Mon Parlement à moi avec les eurodéputés sur le mur des podcasts de Ouest France. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.